Bonjour Samuel, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Et donc, pour rentrer directement hors du vif du sujet, j'aimerais que tu nous partages, pour toutes les personnes qui te connaissent déjà, qui te suivent depuis longtemps, mais aussi pour les autres, quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Bonjour Chloé, c'est une bonne question. Dernièrement, j'ai quelqu'un que je connais, un pote, pas très proche, mais un pote quand même, qui m'a dit tu me diras quand tu passes à Lyon, sans savoir que je vivais à Lyon, tellement je suis à droite à gauche. Et donc je pense que les gens ne se doutent pas que je dépense plus en SNCF qu'en loyer chaque mois, et que j'habite bien à Lyon, même si je suis souvent par Mons et par Vaux. Merci pour l'info. Effectivement, tu nous partageais hors antenne que tu bouges beaucoup, que dans la journée, tu vas faire 3 destinations. Donc, sacrée énergie pour démarrer. Et quand tu bouges, bon, tu voyages beaucoup et on va se le redire un petit peu plus tard. Ça te permet d'aller t'inspirer de pas mal de pratiques, voilà, pas mal de choses, et notamment autour des sujets Future of Work. C'est un sujet qui est très large, mais sur lequel j'avais quand même envie d'axer l'épisode aujourd'hui. Derrière cette grande thématique, selon toi, à quoi est-ce que les DRH doivent le plus s'intéresser aujourd'hui? Qu'est-ce qui est critique? Il y a plein de choses, mais déjà, on peut peut-être essayer de définir ce que c'est que le futur du travail. Moi, je l'avais défini en rentrant d'une Learning Expedition il y a 5 ans maintenant, comme étant un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail. Et ces bonnes pratiques, ça peut être à la fois de l'innovation managériale, de l'innovation organisationnelle, des outils, des façons même d'envisager le travail, et qu'on en parle comme étant le futur, parce qu'ils sont réservés aujourd'hui à une minorité de personnes, et qu'on n'en parlera plus comme étant dans le futur, mais comme le présent du travail, le jour où ça sera développé pour une majorité. Et donc derrière cet ensemble de choses, on a des bonnes pratiques autour du management qui a forcément évolué énormément, mais si on regarde les tendances, je pense qu'il y en a qui sont bien identifiées sur l'organisation du travail, sur une tendance à travailler peut-être un petit peu moins, ou alors si c'est pas travailler moins, c'est s'organiser différemment. Donc une flexibilité sur le lieu et sur le temps de travail, des semaines plus courtes, soit parce qu'il y a une journée en moins, la semaine de 4 jours, soit parce qu'on travaille un peu moins dans la journée. Mais du coup, on se débarrasse un peu peut-être du présentéisme. Ça, c'est une chose qui est bien identifiée. Il y a la crise écologique qui est identifiée aussi, et du coup qui va amener plein de choses, mais sur notamment les compétences. Il va falloir des compétences qu'on n'avait pas en termes de soutenabilité, et donc former à des nouveaux métiers, former à des nouvelles compétences, c'est de l'upskilling, c'est du reskilling sur un tas de métiers. Et puis après, une tendance alors technologique, évidemment, l'IA, je pense qu'on en reparlera, mais côté technologique, qui vient de bouleverser aussi les compétences. Donc, en fait, le socle de compétences que chacun a augmente, et on a besoin que tout le monde soit formé à plein de nouvelles choses, peu importe le métier. Et une des tendances qui est, je pense, moins identifiée, mais qui, à mon avis, va avoir un impact énormissime, c'est la crise démographique, c'est le vieillissement de la population. C'est le fait qu'on va avoir moins de jeunes et plus de seniors au travail, mais c'est le fait aussi que les jeunes qui seront sur le marché du travail auront un rôle d'aidant pour un quart d'entre eux, et qui du coup devront aussi s'organiser différemment avec une flexibilité, et pas uniquement dans le tertiaire, mais dans tous les jobs. Et donc il va falloir repenser l'organisation du travail et du coup des entreprises par le prisme de ce vieillissement de la population qui de façon générale va entraîner une sortie de plein de gens du marché du travail, et que ce soit de façon sporadique ou que ce soit de façon plus tendancielle, de façon définitive en fin de carrière. Ok, ça fait donc plein de choses à explorer aujourd'hui. J'ai envie de rebondir peut-être sur le sujet des compétences, parce que je pense que ça touche pas mal d'éléments que j'ai trouvés voilà, en faisant un panel de tout ce que tu as pu raconter dans des articles, dans des interviews, etc. Notamment le fait que, lié à l'IA, mais pas seulement, hein, lié à la crise écologique, lié à pas mal de choses, lié à l'IA, on sait qu'il y a d'autres compétences qui vont devoir se transformer pour les salariés. Je me mets à la place aujourd'hui des DRH qui nous écoutent. Est-ce que tu as identifié précisément une liste de compétences sur laquelle il va falloir vraiment préparer la force de travail pour les années à venir? Je pense qu'en fait, il y aura plein de choses. Il y a des compétences techniques en fonction des métiers qui vont évoluer. Et après, il y a tout un socle de soft skills. Alors, tu regardes ce que propose le World Forum, il t'explique qu'il y a 10 soft skills qu'il faut maîtriser. Je pense que s'il y en a un seul à retenir, c'est la curiosité. C'est qu'en fait, j'avais une speaker dans le prochain documentaire qui disait tu me poses des questions sur l'upskilling, sur le reskilling. En fait, ça n'existe pas. Il y a juste le skilling. C'est qu'il faut juste s'adapter. Et le fonctionnement, c'est les gens qui vont continuer à gagner dans le monde de demain, c'est les gens qui vont juste être capables de comprendre qu'ils ne sont pas figés, qu'ils vont sans cesse changer, et que d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, d'une année à une autre, tu vas apprendre de nouvelles choses dans ton job. Et ceux qui ont cet état d'esprit de croissance et de se dire en fait d'apprentissage permanent, c'est ces gens-là qui vont arriver. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir ça? Faut être curieux. Et il faut accepter que la personne qu'on est aujourd'hui ne sera pas la même personne qu'on sera demain. Et ça, c'est difficile en tant qu'être humain. On a du mal à se projeter sur une personne différente qu'on sera dans quelques mois, quelques années. Mais en fait, c'est accepter ça. Et à partir de là, tu te dis, ok, je suis ouvert à tout. En fait, demain, il y a un changement dans mon job techniquement, il y a un changement dans l'organisation du travail. J'y suis ouvert. Je suis le premier, la première à tester, et j'apprends.
Et de façon plus précise, si on parle d'intelligence artificielle, tu as mentionné cette technologie-là. Donc il y a de la curiosité toujours, il y a de l'esprit critique. Je pense que c'est ça qui, dans un monde aussi de désinformation et où tout va vite, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je suis capable de prendre du recul, de faire preuve d'esprit critique, de me demander pourquoi je fais ça, et parfois d'y aller ou pas. Et puis globalement, toutes les compétences qui sont dites humaines, l'empathie, la capacité à prendre des décisions, à apporter un jugement, la créativité, la dextérité dans certains métiers aussi. Ça, c'est des choses qui sont généralement très protégées de la menace de remplacement par l'IA. Et donc ça, c'est le genre de compétences qui vont être à développer, toutes les compétences globalement humaines qui font la différence et qui font qu'à un moment donné, une personne, peu importe son job, elle apporte sa singularité dans son métier. C'est passionnant et en fait, il y a vraiment un truc que tu dis qui fait écho, ça fait quand même pas mal d'années que j'entends ça. Il y a quand même une question d'état d'esprit sur le fait qu'il faut être curieux, il faut rester ouvert, il faut continuer à se développer, il faut rester convaincu. Mais en fait, c'est même pas juste lié à l'IA aujourd'hui. Je pense qu'il y a 15 ans, on se disait déjà ça. Il faut rester convaincu que de rester en fait dans une dynamique d'apprentissage, c'est quelque chose d'essentiel pour chacun. Et souvent, je discute avec des DRH qui me disent très bien, nous, on en est convaincus. Et on a, je sais pas, culturellement, dans notre métier, dans notre secteur, dans notre entreprise, des gens qui sont pas dans cet état d'esprit-là. Comment est-ce que tu les fais bouger? Parce que finalement, quand on parle de curiosité et de grosse mindset quelque part, c'est pas juste une formation dans laquelle on envoie tous les salariés en se disant ils vont repartir de là tous convaincus aussi qu'il faut rester ouvert. Qu'est-ce que tu réponds, toi, quand on t'interroge là-dessus? Tu as raison, c'est pas évident parce que tout le monde n'a pas cet état d'esprit de croissance. Tu as besoin d'avoir une... En fait, tu peux pas avoir que des gens qui vont l'avoir. Il faut accepter l'idée qu'il y en a qui l'auront pas forcément. Et ces gens-là, du coup, il va falloir les guider. Il va falloir les accompagner, en fait, et pour eux, leur faire comprendre qu'il y a des opportunités de carrière qu'ils n'auront pas si jamais ils identifient pas, ils acquièrent pas certaines compétences. Je reviens du Danemark, là, où c'est hyper intéressant parce qu'ils ont saisi la transition verte comme étant une opportunité pour réapprendre, reformer à d'autres métiers qui sont les métiers d'avenir. Et en fait, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont travaillé main dans la main entre syndicats et entreprises pour identifier ces personnes-là qui n'avaient pas forcément pris en main leur carrière et s'étaient dit « Ok, moi je me reforme, moi je fais ça », pour leur faire comprendre qu'en fait les compétences qu'elles devaient apprendre pour les métiers de demain, c'était un peu, j'ai pas le terme en français, mais des commodities. En gros, elles avaient besoin d'acquérir des compétences et que ces compétences allaient faire leur valeur sur le marché. Et que le rôle de l'entreprise et du syndicat, c'est de dire, OK, dans 3 ans, en fait, ton job, il disparaît. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu attends que dans 3 ans, il disparaisse et tu fais rien. Soit tu acceptes aujourd'hui de travailler peut-être 70% de ton job, mais 30% sur une formation que nous, on va te proposer, qu'on va te payer. Et là-dessus, tu vas y aller. Donc, c'est aider, je pense, c'est évangéliser, aider à ouvrir les yeux à celles et ceux qui ne sont pas forcément encore dans cet état d'esprit-là. Et après, s'appuyer sur un réseau d'ambassadeurs, tu vois, et essayer de faire en sorte, c'est toujours difficile quand ça vient de la direction, quand ça vient de collègues qui sont un peu plus curieux et qui se sont regardés, regarde ce qu'on a fait sur l'IA, moi je l'ai vu énormément, tu vois, c'est très difficile quand c'est la direction qui te dit en fait, maintenant tel cas d'usage, on le fait de cette façon-là. C'est beaucoup plus simple quand tu as un collègue qui vient te voir et te dit, regarde Chloé, j'ai fait ça, j'ai trouvé ce truc-là, est-ce que tu pourrais pas l'utiliser toi aussi dans ton job? Et en fait, là, ça SM beaucoup plus vite. Accepter l'idée que tout le monde ne sera pas forcément proactif dans cette démarche-là. Et du coup, le rôle de l'entreprise, peut-être de les guider là-dessus. Ok, j'entends qu'il y a des endroits et des pays, du coup peut-être le Danemark, où on a pris les choses en main sur ces sujets-là. Moi, j'entends beaucoup en France, dans certaines entreprises, d'inquiétude, dans certains types de métiers qui se disent notre métier, il est vraiment bousculé par l'IA. Est-ce qu'il existe demain encore? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres opportunités? Et je trouve, là, je me place plutôt aussi côté salarié. Il y a une difficulté pour certains de se dire, ok, mon métier, il va peut-être disparaître, peut-être pas, peut-être que je me fais une montagne, mais en fait, on va apprendre à travailler avec l'IA. Comment est-ce que aujourd'hui, quel type de pratiques tu as pu voir qui peuvent guider les salariés face à ce défi-là de vers où je me dirige demain? Il y a une phrase qui est très bateau, mais qu'on a beaucoup entendue avec l'IA, et qui, à mon avis, est très vraie et représente bien la vision que j'ai du sujet, qui est de dire tu ne seras pas remplacé par l'IA, tu seras remplacé par quelqu'un qui maîtrise mieux l'IA que toi. Donc ça, quand on le met dans le trailer, ça marche bien. Ouais, merci. Et en fait, je pense que c'est très vrai, tu vois. C'est-à-dire que tu as une étude de l'IFOP qui est sortie en février 2024 qui disait que 63% des Français refusaient d'être formés à l'intelligence artificielle. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils en ont peur. Et le problème, c'est que ce qu'il faut expliquer, c'est que ça va être le serpent qui se mord la queue et que c'est ces gens-là qui s'en détournent aujourd'hui, qui potentiellement demain, quand ça sera un prérequis, seront moins employables par rapport à d'autres qui se seront saisis de cette technologie et qui auront réussi à l'utiliser. Donc ce qui est certain, c'est que l'IA va impacter tous les métiers. Après, est-ce que ça va être 2%, 5% du métier ou 60% du métier? C'est pas la même chose. La plupart des études s'accordent pour dire que comptable, typiquement, c'est le métier qui est le plus menacé. Globalement, c'est les métiers sur lesquels il y a beaucoup de tâches qui sont routinières. C'est-à-dire qu'elles sont répétitives et décomposables dans un système qui repose sur le traitement de beaucoup de données et assez peu de compétences humaines. Et donc, la question, ça va être de se dire comment est-ce que je peux réinventer mon métier
pour apporter de la valeur différemment par rapport à ce que je fais aujourd'hui, en ayant des compétences qui sont humaines, qui font de la singularité de ce que je fais, que l'IA ne pourra jamais faire. Et essayer de revoir comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur. Donc, moi, de ce que j'ai vu depuis 2 ans, j'ai pas vu de métier qui est fondamentalement bouleversé, où tu as des gains de productivité qui sont gigantesques, où tu vas 3-4 fois plus vite que ce que tu faisais, et ça a complètement changé quelque chose. À l'avenir, ça sera peut-être différent. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Ce que je vois en revanche comme impact, déjà aujourd'hui sur le marché du travail, c'est au niveau des intermédiaires. C'est-à-dire que tu as besoin de quelqu'un pour te faire un logo, de quelqu'un pour t'aider à rédiger un texte. Et ben, si c'est stratégique, tu vas continuer à faire appel à un freelance, à une agence, quelque chose. Si c'est pas stratégique, tu vas le faire tout seul parce que tu as des outils d'IA qui t'augmentent et tu peux le faire. Donc déjà aujourd'hui, ça, il y a un impact là-dessus. Mais voilà, quelques métiers, tu vois, sur la comptabilité, si tu fais la comptabilité de base, oui, la saisie comptable, il n'y aura plus de job pour ces gens-là. Par contre, des gens qui vont avoir un rôle de conseiller, qui vont peut-être te voir plus régulièrement en tant que client, tu vois ton comptable, tu le vois 1 fois par an, est-ce que tu ne le verrais pas 4 fois? Est-ce qu'il n'aurait pas un peu son mot à dire sur les projets stratégiques que tu veux lancer dans ta boîte aussi, sur la viabilité financière, la trésorerie? Est-ce qu'il ne pourrait pas te mettre en avant avec des dashboards un peu plus clairs? Parce que moi, la comptable, je ne comprends rien, tu vois, quand on me montre un bilan, par contre, tu me mets des images, des couleurs, des beaux graphiques, je comprends mieux quand on m'explique. Et donc, peut-être que le rôle du comptable, il a ce rôle-là qui évolue. Et le comptable qui va voir ça, il s'en saisit, ça fonctionne bien. Celui qui s'en saisit pas, ça marche pas. Pareil pour le graphiste, tu vois, celui qui se dit l'IA fait mieux que moi, bah, en fait ça dépend. Nous, on a fait du documentaire, il y a une directrice artistique, une graphiste qui a bossé avec de l'IA, elle a été augmentée. Tu peux te dire juste, sinon je vais être remplacé parce que je fais juste un truc très de base. Il faut juste être créatif. Mais ce qui est une évidence, effectivement, c'est qu'il va falloir apporter plus de valeur et autrement. Et donc, comme tu le dis, mon comptable, je vais continuer à le voir régulièrement. S'il arrive à apporter quelque chose de différent, quelque chose de complémentaire, peut-être une vision stratégique et pas juste... j'allais dire l'exécution de premier niveau qui pour le coup va être automatisée. Donc je pense que ça c'est vraiment un point intéressant. Je sais que ce que tu as dit, alors je voudrais pas déformer tes propos, mais c'est que grâce à l'IA on va gagner énormément de temps et donc on va travailler mieux mais moins. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur des données, un modèle que tu as vu en particulier? Parce que je pense que naturellement on s'est souvent rendu compte que quand on peut faire plus vite, on fait juste plus. C'est-à-dire que tout finit par grossir. Mais ça, c'est la question de l'allocation des gains de productivité, s'ils existent réellement. Il y a un exercice que tout le monde peut faire, tous celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à le faire, c'est prenez un crayon, une feuille et faites la liste des tâches que vous faites dans une journée ou dans une semaine. Et puis ensuite, essayez de répartir ces tâches-là d'un côté menacé et d'un côté protégé, augmenté. Et dans le côté menacé, vous mettez toutes les tâches qui sont très routinières, qui reposent sur beaucoup de données et assez peu de compétences humaines, et puis de l'autre côté, celles qui... Voilà. C'est l'inverse. Et puis ensuite, vous dites, par rapport à ça, il y a toute une partie des tâches sur lesquelles je peux trouver des outils pour aller plus vite. Et des IA, ça ne veut pas dire que je délègue complètement. Par contre, ces tâches-là, je suis capable de faire plus vite et mieux ce que je faisais déjà avant. Je gagne du temps. Et ce temps-là, ensuite, faut se poser la question de ce qu'on veut en faire. Il y a 3 possibilités. Soit effectivement, on va servir plus de clients, on va faire plus de choses qu'on en faisait avant, et c'est la croissance, et c'est ce qui va se passer si on ne se pose pas la question consciemment. C'est sûr que c'est ce qui va se passer parce que c'est ce qui se passe depuis 100 ans. C'est ce qu'on a toujours fait. Toute la technologie a juste permis des gains de productivité qui ont été réalloués à la croissance. Donc on ne fera rien d'autre. Soit on peut se dire je réduis mon temps de travail, soit j'améliore la qualité de ce que je fais. Je vais plus loin, et je prends plus de temps pour faire ce que je faisais déjà. Et toi, ta conviction, c'est que ça va être la première option? Ma conviction, c'est que si on se pose pas la question, et pour l'instant on se pose pas la question, ça va être de la croissance. Mais si jamais on se pose collectivement la question, et là où c'est intéressant, c'est que les entreprises, elles ont tout intérêt à inclure tous les membres de l'entreprise dans ce débat-là de comment est-ce qu'on alloue les gains de productivité. Parce que les gains de productivité, ils vont être trouvés sur le terrain par des gens qui font leur job et qui voient un peu la façon dont ils peuvent gagner du temps. Et ils n'auront pas intérêt à faire remonter ces gains de productivité si jamais ils savent que ça va servir juste à faire plus de croissance. En revanche, s'ils savent qu'il y a peut-être un tiers de ces gains de productivité qui sont alloués à la croissance, un tiers à la réduction du temps de travail et un tiers au fait de passer plus de temps pour faire ce qu'on faisait déjà avant, être moins sous l'eau, là, ils auront tout intérêt à le faire remonter et collectivement, on sera tous gagnants. Ok, ça ouvre quand même pas mal de perspectives et du coup, ça va me permettre d'aller sur l'autre partie que tu mentionnais en introduction, à savoir le fait qu'on va développer de plus en plus de flexibilité et notamment lié au vieillissement de la population, au fait que voilà, va y avoir d'autres besoins. Ici, quel conseil tu aurais envie de donner à des DRH au-delà de ce qu'on s'est déjà dit, j'allais dire un peu 100 fois ces derniers temps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas réduire le sujet de la flexibilité à la question de l'hybridation du travail, etc. Je pense que c'est juste de faire confiance, en fait. Ça part de là. Hein. Une fois que tu as fait confiance, tu peux faire ce que tu veux comme modèle derrière. Mais c'est beaucoup plus reposant et ça coûte moins cher
de faire confiance et de se dire qu'on va corriger quand il y aura des éléments perturbateurs, mais de ne pas mettre un cadre de contrôle pour les 95% des gens qui ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont faire tout pour saouler leur boîte, mais qui vont plutôt essayer de la construire, d'y participer, et qu'il y a toujours entre 0 et 5% de gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues, mais que c'est pour ces gens-là qu'il faut juste corriger les déviances et pas forcément mettre des règles qui, elles, vont s'imposer à tout le monde. Et à partir de là, une fois qu'on a cet état d'esprit, de confiance plutôt que de contrôle, derrière, on peut tester tous les modèles et je pense que le premier truc à faire, c'est de ne pas faire une généralité. Quand on a une boîte avec j'allais dire des centaines, mais même à partir de dizaines de personnes, on ne peut pas dire c'est comme ça qu'on fonctionne nous. Disons qu'il y a un cadre qui va exister, mais derrière, c'est en fonction de chaque équipe, des contraintes métiers aussi, de se dire, là, en fait, on se rend compte, le sujet, c'est pas l'hybridation du travail, le sujet, c'est qu'il y a des moments du mois, on reprend la comptabilité, des moments du mois où c'est très intense, d'autres moments où c'est moins intense. Et donc, on se rend bien compte que des moments, c'est pas 35 heures, des moments, parfois, c'est peut-être même 6 jours par semaine, c'est pas forcément les 5 jours par semaine. Acceptons-le, modifions les contrats de travail et reconnaissons le fait qu'en fait, il y a des moments où on se donne à fond. Et par contre, à début de mois, beaucoup plus tranquille, on a tout envoyé. Là, derrière, on est plus calme. Et c'est peut-être 3 jours par semaine, on récupère du temps. Donc peut-être que c'est cette flexibilité-là qui est attendue par les collaborateurs. Et c'est pas une question de télétravail. Donc je pense partir de la réalité du terrain et demander toutes les bonnes pratiques que j'ai vues à droite à gauche, peu importe qu'on parle de semaine de 4 jours, d'IA, de journées plus courtes, de mode de management. Ce qui fait que ça a bien fonctionné, c'est que c'est pas une directive qui est tombée d'en haut et qui ensuite s'est dit on fait comme ça et c'est pour tout le monde. C'est non, en fait, on a cette idée, voilà l'objectif. Maintenant, la façon dont on va aller à cet objectif, ça va dépendre des contraintes de chacun, de la façon dont chaque équipe s'organise, du métier. Et c'est à vous de nous dire la façon dont vous voulez fonctionner. Et ça, je pense beaucoup, tu vois, à LDLC sur la semaine de 4 jours, quand ils l'ont mis en place. Et aujourd'hui, il y a peut-être 4-5 façons de faire la semaine de 4 jours différentes chez LDLC, parce que la réalité du terrain n'est pas la même. Pour certains, il y a besoin d'une continuité d'activité, pour d'autres, c'est pas le cas. Et c'est ça qui a la valeur. Du coup, ça veut dire que là où, alors je pense grande entreprise, mais on peut le décliner ailleurs, c'est-à-dire que là où on a eu l'habitude d'essayer de concevoir des modèles qui vont s'appliquer un peu à tous dans l'organisation, en repartant du terrain, on va pouvoir aller chercher des modes de travail qui correspondent aussi à chaque réalité, donc à chaque métier peut-être, à chaque département, et individualiser beaucoup plus la façon de travailler. Ouais, c'est là où c'est pas évident parce que d'un point de vue management, ça veut dire que tu dois t'adapter à la façon dont chacun a un peu envie de fonctionner. Donc tu as un cadre quand même global et au sein de ce cadre-là, de laisser beaucoup de liberté à chacun pour créer son propre modèle qui fonctionne bien pour lui. Et c'est là où le management n'est pas toujours préparé à ce genre de choses pour gérer des parcours individuels, pour avoir un contrat moral avec chacun au-delà du contrat de travail qui va être différent. Ok, nous je veux qu'on se parle comme ça, je veux qu'on se voit comme ça, je veux qu'on s'organise comme ça et c'est pas forcément la même chose avec tout le monde et donc ça demande quand même une souplesse d'esprit que tout le monde n'a pas. Ouais, et je pense que ça replace bien, tu le disais un peu rapidement en intro, mais ça replace bien le défi qui repose sur les managers, parce que là où on a fait vivre un peu automatiquement un certain nombre de modèles, il va falloir réinventer beaucoup de choses. Il va falloir réellement, probablement se muscler en tant que manager, pas juste sur toutes les compétences qu'on a déjà eu l'habitude de lister quand on est manager, mais sur réinventer le mode de travail. Ouais, absolument. C'est passionnant pour eux, mais en même temps, c'est un vrai défi, j'imagine. Donc, on parlait de bonnes pratiques que tu avais pu voir au fil de ton exploration. Je suis assez curieuse. J'imagine que tu en as beaucoup et du coup, forcément, j'inviterai les gens qui nous écoutent à s'intéresser de plus près parce que tu as beaucoup de ressources qui sont disponibles, qu'on peut retrouver, qu'on peut lire, etc. Mais si tu devais nous citer, j'en sais rien, quelques pratiques qui t'ont vraiment inspiré dans ce que tu es allé regarder des entreprises dans les différents pays aujourd'hui liées à ce sujet de Future of Work, tu dirais quoi ? Si on reprend ce qu'on vient de dire, tu vois, sur la confiance qui est donnée a priori et pas la zone de contrôle ou la confiance a posteriori, il y a une boîte que je trouve géniale que j'ai rencontrée il y a 3 ans maintenant dans mon deuxième documentaire Why Do We Even Work. C'est une boîte qui s'appelle Mindira, qui est au Portugal. Ils sont à peu près 1000. Ils ont aujourd'hui 9 ans ou 10 ans d'existence. Ils font du développement web et mobile. Et c'est une boîte dans laquelle ils n'ont pas de manager. C'est une boîte dans lequel, quand tu es recruté, et donc il y a une pratique qui est vraiment intéressante, c'est sur le recrutement. C'est que quand tu es recruté, tu n'es pas recruté à un poste spécifique, tu es recruté dans un département. Et ton premier job, les premières semaines, c'est de regarder ce qui se passe à droite à gauche comme projet, de faire une forme d'audit parce que tu as un regard externe, frais, qui a de la valeur pour la boîte, et de voir un peu tous les projets qui sont en cours, donner ton avis, et puis assez naturellement, au bout de quelques semaines, de te diriger vers les projets qui te plaisent le plus et qui du coup nécessitent aussi le plus d'énergie en ce moment, parce que tu as identifié que c'était ce projet sur lequel il y avait besoin d'être.
Z. Et donc, tu as un peu un match qui va bien entre ce dont la boîte a besoin, ce que toi, tu as envie de faire. Et ça a beaucoup de valeur parce que les personnes se sentent ultra engagées, se sentent directement en confiance. Et ça marche très très bien. Et je trouve que ça a beaucoup de valeur d'aller à ce niveau-là, tu vois, et de pas se dire non, mais la période d'essai, on va contrôler que tu es vraiment pertinent pour le job ou pas. Non, en fait, dès le recrutement, si on te fait confiance, c'est que c'est go, quoi. Et là, maintenant, on te demande d'apporter de la valeur de plein de façons différentes. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fascinant. Et surtout de le faire à l'échelle, avec 1000 personnes, et que ça tienne, que ça fonctionne. Tu me confirmes que ça tient et que ça marche dans la durée. Je te confirme que ça tient. Et la façon dont ça fonctionne, et ça, je l'ai observé dans plein d'autres endroits, c'est que si tu veux qu'une bonne pratique marche dans ce genre de truc où tu es très autonome, où tu as de la confiance, ça peut pas marcher si vraiment tout le monde. C'est un truc où c'est organisé de façon pyramidale. Ça fonctionne que parce que tu as des petites cellules à droite à gauche et que tu vas répliquer. Tu avais ce modèle aussi de Buurtzorg, tu vois, dont Lalou avait parlé, on a été filmé aussi dans un autre doc. Et c'est 15 000 personnes, mais réparties par petits groupes de 12. Bah, en fait, ça marche bien, du coup, cette autonomie qui est laissée. Et je crois que c'est ça la clé, en fait. C'est de se dire, la croissance, elle n'est pas forcément d'aller grossir et de s'agrandir le plus possible, mais de répliquer des cellules qui fonctionnent bien dès qu'on a une taille qui va être le max qu'on peut atteindre. Wow. Bon, en tout cas, c'est innovant. Ça répond bien à ma question. Je te remercie. Et une autre question en termes de peut-être pratique que tu as observé. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus inspirant sur justement la partie flexibilité pour s'adapter à la question qu'on est en train d'envisager de peut-être travailler moins, travailler autrement, garder du temps. Je pense effectivement à la préparation de comment les générations vont devoir garder plus de temps pour aider leurs proches, leur famille, etc. Est-ce que tu as vu des pratiques qui peuvent amener vraiment une autre façon de considérer ce sujet ? Ouais, alors une boîte qui m'a bien marqué sur la thématique, c'est Patagonia. Et eux, ils ont un peu ce concept du life-work integration par opposition au work-life balance. En gros, la recherche d'une harmonie plutôt que d'un équilibre dans le travail. Okay. Et donc, ça veut dire que quand tu es recruté, alors ça veut dire que d'un point de vue logistique, dans ta journée, dans ta semaine, tu fais des tâches qui sont personnelles et professionnelles, mais tout ça se mélange. Et ça veut dire que d'un point de vue valeur aussi, on ne te recrute pas avec toi, Chloé, qui vient pour un job avec un titre de poste et des compétences, mais on te recrute pour la personne que tu es et tout ce que tu peux apporter à la boîte. Ça veut dire que tu as ton job et à côté de ça, on te reconnaît en tant qu'être humain qui vient avec plein de bonnes idées et qui a envie peut-être de mener des projets au sein de la boîte qui ne sont pas du tout liés à sa fiche de poste, mais qui va apporter de la valeur différemment. Et du coup, cette flexibilité qu'on te donne fait que tu t'organises totalement comme tu veux. C'est tes objectifs qui se comptent, c'est pas du tout le temps que tu passes. Et c'est vraiment incarné au plus haut niveau. Et ils ont réussi à avoir cet équilibre assez fin, qui n'est pas évident à trouver en termes de culture d'entreprise, qui est de favoriser des comportements sans les imposer. Tu as plein d'événements qui peuvent être caritatifs, qui peuvent être liés à l'écologie ou liés au sport. C'est cette culture-là chez Patagonia, qui ne sont pas portés par du tout le service RH, qui sont portés par des gens qui se disent en fait, moi, je fais la cuisine, moi, j'organise des clean walk, moi, je fais du trail, moi, je fais de la natation. Et donc, j'organise ça pour l'équipe. C'est gratuit, c'est pro bono, c'est mon temps. Et donc, ça, il y a plein de gens qui s'engagent là-dedans. D'autres qui utilisent ce temps-là pour aider des proches, pour faire d'autres choses, pour avoir des engagements associatifs à côté. Mais en tout cas, répondre à leurs aspirations d'une plus grande flexibilité. Et la façon dont ça a été mis en place et incarné au plus haut niveau, vraiment, m'avait bien plu chez Patagonia. Mais il y a plein d'autres boîtes qui le font. Waouh, effectivement. Bon, ça donne envie d'aller jeter un œil à ce qui se passe du côté de Patagonia, clairement. Il me reste quelques questions. Alors, j'ai un peu dérivé sur les questions parce que les exemples ont amené la conversation là où elle est arrivée. Finalement, je pense aux gens qui nous écoutent là, s'il y avait un seul conseil à retenir, je sais que c'est dur, mais là, voilà, dis-toi, tu t'adresses à des DRH voilà, qui nous écoutent et qui ont abordé une partie du sujet, mais peut-être pas tout. Le seul conseil avec lequel tu aurais envie de les laisser, ce serait quoi ? De tester et de s'appuyer sur l'ensemble des forces vives de l'entreprise. De ne pas se dire que c'est un sujet qui les concerne que eux, les RH, mais qu'en fait, dans leurs équipes, il y a plein de gens qui écoutent des podcasts, regardent des documentaires, lisent des articles, qui ont vu des bonnes pratiques, qui ont envie de les tester, mais qui se sentent bridés parce qu'ils disent c'est pas mon rôle. Parce que peut-être dans leur carrière, un jour, ils ont émis une idée et puis on leur a dit non, mais c'est pas ton sujet, en fait, nous on s'en fout, on a déjà un plan. Et donc, c'est pas qu'ils sont pas autonomes, c'est pas qu'ils ont pas d'idée, c'est juste qu'ils ont pas envie de les partager parce que c'est pas le cadre dans lequel on leur a dit mais si, en fait, propose, teste. Et ce qui fait que le futur du travail va arriver rapidement partout et de façon très efficace sur le terrain, c'est que tout le monde va pouvoir s'en saisir et que c'est pas juste une affaire de plan stratégique qu'on va décliner et sur lequel on va embarquer sur 3 ans des gens. C'est que en fait demain il y a quelqu'un de votre équipe qui va venir vous voir en disant j'ai entendu ça, j'ai envie de le tester. Et ben ok, je te donne 1 mois, 2 mois, tu le testes et par contre tu t'engages à nous faire un retour d'expérience. Et puis si ça fonctionne, on essaiera de le faire à plus large échelle et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Si ça n'a pas fonctionné, on veut savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et essayer d'identifier ce qui aurait pu marcher différemment, le refaire différemment ou on abandonne l'idée parce que ça marche pas chez nous et on fera autre chose. Mais ouais, je pense que se dire que le futur du travail, ça concerne tout le monde
Et c'est pas. Et il faut s'appuyer sur les forces de tout le monde. C'est juste si on mobilise pas les personnes, bah, elles vont pas forcément le faire parce qu'elles se disent pas que c'est leur rôle. Ouais, c'est passionnant. Donc c'est aussi quelque part ne pas avoir peur de miser finalement vraiment sur l'intelligence collective, de plutôt peut-être avoir un plan déjà tout prêt qu'on va essayer de décliner, d'autant plus que pour moi ça résonne beaucoup avec des conversations qu'on a eues avec d'autres DRH qui se disent on n'a pas forcément toujours le temps d'innover vraiment très large ou de penser à des modèles, etc. Déjà se dire que tu peux les tester, mais que ça peut vraiment venir de tout le monde quoi, dans l'organisation. Et à petite échelle, un pilote, en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Ok. Une idée sur le future of work avec laquelle t'es pas du tout d'accord? Une idée un peu répandue. J'entends beaucoup parler de génération. J'aime pas bien ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a réellement un changement générationnel et qu'il faille parler très différemment au X, au Y, au Z, tu vois. Et je suis pas certain que ce soit ça le vrai sujet. Parce que quand tu regardes, on se dit une génération qui a plus envie de travailler, qui veut sortir des modèles habituels. On entend beaucoup ça, effectivement. Dans les années 90, c'était la même chose. Dans les 68, c'était la même chose. Tu vois. C'est pas du tout ça. À mon avis, tu as plutôt un changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait plein de tendances, on a parlé, tu vois, des différentes crises multiples qui sont en même temps, qui du coup affectent la façon de travailler et affectent le regard que chacun porte sur le travail, qui a plus la même place qu'auparavant. Mais je suis pas sûr que la quête de sens, elle s'arrête après 30 ans. Je suis pas certain qu'on veuille moins de flexibilité non plus après 30 ans. En fait, je crois que c'est un sujet pour tout le monde et qui s'exprime peut-être de façon plus bruyante auprès d'une génération plus jeune sur les envies de mission, sur les envies d'impact, sur les envies de flexibilité, sur les envies d'apprentissage. Mais je crois que c'est un sujet de société et pas un sujet de génération. Ouais, merci pour ça. C'est en effet une idée qu'on nous repartage assez régulièrement et aussi de dire que l'inconfort que peuvent avoir parfois des managers à travailler avec des plus jeunes, etc., c'est quelque chose qu'on a connu en fait à chaque époque. Donc il n'y a rien de nouveau non plus là-dedans, mais ça questionne toujours autant, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui et que je t'ai pas posée? On a parlé de 1000 sujets. On aurait pu parler du prochain documentaire qui est sur les compétences. On aurait pu parler de... Eh ben, dis-en-nous un petit peu plus sur ce prochain documentaire. Écoute, le prochain documentaire, il explore justement ce sujet de comment est-ce qu'on passe d'une bonne idée au déploiement à l'échelle de cette bonne idée. Et donc, on a choisi plusieurs sujets exemples pour illustrer la transition démographique, la transition écologique, et puis l'impact sur les territoires et le lien social. Et on essaie de se demander comment à chaque fois on part d'une bonne idée, peut-être parfois d'une personne, et comment est-ce qu'on déploie à l'échelle. Et la réponse, elle vient des compétences. C'est un documentaire qui vraiment est centré sur les compétences dans le cadre d'une transformation d'entreprise. Ok, super. Et il sort quand ce documentaire? Et ça sort en avril, ce printemps. On a tourné là depuis 2-3 mois. Et là, on va s'enfermer un petit peu pour du montage cet hiver. Et puis rendez-vous au printemps pour le découvrir un peu partout en France. Ok, on a hâte de le découvrir. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage aujourd'hui. Avec plaisir. Merci pour l'invitation.